Compose, épisode 36. Je pense que pour faire un métier comme je fais là, à l'heure actuelle, il y a vraiment il y avait besoin que je fasse un pas vers une thérapie et que je m'autorise beaucoup de choses. Ah ouais. Et du coup, j'ai quand même suivi pendant plus de 2 ans un psy pour pouvoir ensuite me dire « Ok, c'est bon, là maintenant je peux me lancer dans l'aventure de l'indépendant. » Voilà, parce que l'artistique fait partie de ma vie et a toujours fait partie de ma vie, mais justement l'artistique était un peu trop une thérapie pour moi. Et du coup, pour que ça en devienne un métier et plus forcément une thérapie, il fallait inverser un peu le truc. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir Poupa. Poupa, elle est wall designer et illustratrice et c'est à 9 ans qu'elle a commencé le dessin. Ensemble, on a parlé de la promesse qu'elle avait faite à son grand-père de dessiner tous les jours, du Posca qu'elle a utilisé très tôt pour ses dessins, de sa passion pour la nature et les animaux, du fait qu'elle réalise son rêve en faisant de l'art son métier, de la thérapie qu'elle a suivie, de la peur, de sa vie d'indépendante, du sentiment de fierté, de l'importance de s'entourer. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci, Poupa, d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci à toi. Tu es donc wall designer et le dessin, tu l'as commencé super jeune. J'ai entendu que c'était à 9 ans. Oui. Tu peux un peu m'expliquer en fait comment c'est né cet intérêt ? En fait, je ne savais pas que je savais dessiner et donc je m'ennuyais chez mon tonton et ma tata. Et ma grande sœur avait des cours de dessin. Du coup, en fait, j'étais déjà très attirée par le matériel en général du dessin, la papeterie, les différents papiers, etc. Et je lui ai chippé une grande feuille type A2, donc un truc genre 80 cm de haut, enfin vraiment grand. Et en fait, j'étais passionnée par les animaux. Et j'avais un pull dalmatien. Et du coup, j'ai enlevé mon pull et j'ai reproduit la tête du dalmatien. Excellent. Voilà. Et là, du coup, j'ai su que je savais dessiner. Et puis, en fait, c'est mon grand-père qui m'a beaucoup poussée dans l'artistique. Puis, malheureusement, il est décédé quand j'étais jeune. J'avais 14-15 ans. Et il m'a fait promettre de faire un dessin tous les jours. Le plus longtemps possible. Et je l'ai fait jusqu'à mes 23 ans. Wow. Un dessin par jour, donc 7 dessins par semaine. Donc, tu vois le quota de dessins. Oui, c'est pas mal. Ouais, j'avais beaucoup de carnets de croquis remplis. Et donc, voilà. À la base, je ne suis pas une super bonne illustratrice. Je pense que je savais dessiner... voilà, mais je pense que j'avais pas forcément un talent de dessin non plus. Et en fait, c'est vraiment cet exercice de faire un dessin tous les jours pendant très longtemps qui m'a fait trouver un peu ma place, mon style, ce que j'aimais, le type de traits que je pouvais avoir, etc., quoi. Excellent. Et du coup, t'as pas suivi de cours à côté ? Si, j'étais à Saint-Luc secondaire, donc ça, c'est mon grand-père aussi qui m'a inscrit là-bas, et puis Saint-Luc supérieur. Mais j'allais pas beaucoup à l'école, je t'avoue. J'aimais pas trop l'école en fait, en vrai. Et puis voilà, les cours étaient assez sommaires. Puis voilà. Après, je trouve que l'école c'était plus pour nous montrer différentes techniques. Et puis la rencontre des personnes. Mais moi, en fait, très tôt, j'ai su que je voulais dessiner au Posca. À l'âge de 13-14 ans, j'avais déjà choisi le Posca. Donc, voilà, c'était pas... j'avais pas besoin de faire des essais à l'aquarelle, à la gouache, etc. C'était pas quelque chose qui me passionnait à l'époque. Donc, voilà. Et tu disais que tu étais passionnée par la nature et ton premier dessin, c'était un dalmatien. Comment c'est né en fait, du coup, l'intérêt comme ça pour la nature, pour les animaux, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans tes dessins ? Ouais, les animaux, je sais pas trop expliquer, c'est depuis vraiment toute petite. J'ai toujours adoré tous les animaux et les animaux m'aimaient aussi beaucoup. À chaque fois qu'on partait quelque part, qu'il y avait des animaux, ils étaient super attirés par moi. Donc voilà, j'avais vraiment un bon feeling avec les animaux. Après, j'avais pas un bon feeling avec les humains. Du coup, c'est peut-être lié. Je sais pas, peut-être que les animaux, j'étais plus proche d'eux pour ça, je sais pas.
Ça rejoint un peu la discussion qu'on avait avant de commencer cet enregistrement quand même. Oui. donc voilà, j'ai toujours bien aimé. J'ai même pensé à un moment donné à faire vétérinaire, mais j'ai peur du sang. Enfin, le sang, c'est pas possible. Ouais. Donc bah voilà. Puis les études, j'aurais jamais su, disons-le. Mais et après, en fait, la nature, bah, c'est vraiment aussi quelque chose qui m'a toujours passionnée. Le fait que les choses poussent et grandissent. Part de rien et puis arrive à être aussi forte, en fait. Je trouve ça super passionnant. Et en fait, c'est quelque chose qu'on m'a énormément privé quand j'étais petite, parce que j'étais allergique aux fleurs. Ah oui. Et donc, du coup, bah, j'ai été très privée de ça. Donc, je pense que quand on prive quelqu'un, bah, forcément, on a envie... le fait, moi, de me priver de quelque chose, bah, j'avais envie d'aller dedans, d'aller vers ça. Et encore une fois, chez mon grand-père, j'avais la chance qu'il avait un super beau jardin. Il avait plein de cactus, il collectionnait plein de cactus. Et c'était hyper gai de pouvoir aller chez lui parce qu'il n'y avait pas d'interdit. Et voilà, on passait notre temps à regarder les fleurs, à faire des courses d'escargots, nommer les oiseaux qui passaient dans le ciel. Voilà. Excellent. Ouais. Et du coup, tous les dessins que tu as fait comme ça au fur et à mesure, c'était toujours en rapport avec la nature et les animaux ? Ouais, beaucoup. Alors, je suis arrivée aussi en ville assez tôt, parce que, bah, voilà, comme j'étais à l'école en ville, donc moi, là-bas, je suis une fille de la campagne, hein, je viens de la campagne. Et puis, quand je suis arrivée en ville, en fait, j'ai vraiment été, je sais pas comment expliquer, transformée par la ville. Enfin, ça me fascinait, toutes ces maisons collées les unes aux autres, ces façades qui n'en finissaient pas. Enfin, voilà, c'était vraiment une belle découverte. Donc pendant tout un moment, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'architecture, le bâtiment. Je dessine énormément les bâtiments. Alors j'essayais d'intégrer les oiseaux, les fleurs dans les bâtiments. Mais j'ai eu beaucoup de carnets de bâtiments. Et d'ailleurs, j'ai fait ma toute première exposition quand j'avais 17 ou 18 ans, rue de la Casquette à Liège, sur la ville en fait. Voilà, c'était une expo basée sur la ville en règle générale. Et là maintenant, j'aime encore bien dessiner du bâtiment. Ça m'arrive encore assez souvent d'ailleurs. Donc voilà, je trouve que dans les bâtiments, en fait, il y a vraiment quelque chose de chouette parce qu'il y a de la répétition, tu vois. Et moi, j'adore le pattern, en fait, j'adore les motifs géométriques, les choses qui se répètent. Ouais. Donc, comme dans le dalmatien, les taches, comme les léopards, les tigres, les zèbres, je trouve ça super, toute cette répétition. Et je trouve qu'on retrouve ça énormément dans les fleurs et dans les plantes. Et c'est hyper intéressant de pouvoir zoomer sur quelque chose comme ça. Et voilà, je trouve que tout est assez lié entre bâtiments, plantes et animaux. Et quand tu as fini tes études, est-ce que tu t'es tout de suite dirigée vers ça ou tu as été d'abord explorer d'autres domaines ? Est-ce que tu t'es tout de suite dit que c'était un métier, en fait, ce que tu étais en train de faire déjà ? Non. Non, pas du tout. À l'époque, je pensais pas vraiment qu'on pouvait vivre de l'artistique. Il y a quand même un long chemin. Hein. Il y a eu beaucoup de péripéties dans ma vie par rapport à ma vie plutôt privée. Du coup, ça fait là seulement 2 bonnes années, même 3 ans, que je réalise vraiment mon rêve et que je suis indépendante et que bah voilà, j'essaye de vivre à fond de l'artistique. Mais à la base, c'était assez compliqué. Puis c'était il y a longtemps, donc l'art n'était pas aussi présent que maintenant. Maintenant, les artistes commencent à être reconnus. Maintenant, on se dit qu'on a besoin de l'art. En 2005, c'était pas vraiment le cas encore. En tout cas ici sur Liège et enfin voilà, plutôt peut-être dans d'autres pays, oui, mais voilà. Et qu'est-ce que tu as fait alors à ce moment-là ? Oh, j'ai fait plein de jobs. J'ai fait plein de jobs un peu à gauche, à droite. Puis là, dans mes dernières années, j'ai eu la chance d'être fromagère raffineuse. Je le suis toujours d'ailleurs, à temps partiel, de temps en temps. Là, je suis à Bruxelles en ce moment, mais avant ça, j'ai travaillé au Clos du Gourmet à Liège, chez Linda. J'ai ouvert un magasin de spiritueux aussi avec mon ex-compagnon. Voilà. Puis j'ai travaillé dans la décoration, j'ai travaillé dans des épiceries bio. Voilà, un peu plein de jobs, quoi.
Je pense que pour faire un métier comme je fais là, à l'heure actuelle, il y a vraiment il y avait besoin que je fasse un pas vers une thérapie et que je m'autorise beaucoup de choses. Ah ouais. Et du coup, j'ai quand même suivi pendant plus de 2 ans un psy pour pouvoir ensuite me dire, ok, c'est bon, là maintenant je peux me lancer dans l'aventure de l'indépendant. Voilà, parce que l'artistique fait partie de ma vie et a toujours fait partie de ma vie, mais justement l'artistique était un peu trop une thérapie pour moi. Et du coup, pour que ça en devienne un métier et plus forcément une thérapie, il fallait inverser un peu le truc. Et comment t'as travaillé ça ? C'est plutôt à ma psy qu'il faudrait demander ça. C'est plutôt elle qui a géré ça. Oui, justement, tu as dit « j'ai suivi un psy pendant 2 ans ». T'as pas dit « j'ai été suivie », tu vois ? Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment, elle t'a montré le chemin en fait un peu pour sortir de ce qui te bloquait. Oui, carrément. Oui, c'est vraiment. Je vais dire, là, je vais avoir 35 ans et je pense que depuis mes 30-31 ans, j'apprends à être moi. Donc avant ça, je pense que j'ai eu une vie qui a été assez tumultueuse et assez spéciale, qui a été très mouvementée, qui n'a pas été simple du tout. Et du coup, voilà, il y a eu un déclic à un moment donné. Et puis, j'ai été voir cette psychologue qui m'a énormément aidée. Et depuis quelques années, je peux enfin être moi à 300%. Et je suis toujours en train de me découvrir tous les jours, mais du coup, c'est génial. Donc voilà. Et c'est pourquoi je commence seulement maintenant à vivre de ma passion et à être à 100% dans ma passion. Parce que j'ai toujours fait de l'artistique, toujours depuis l'âge de mes 9 ans, j'ai jamais quitté le truc. J'en faisais tous les jours, tout le temps, non-stop, mais j'aurais jamais pu faire ce que je fais à l'heure actuelle sans faire la thérapie que j'ai fait et sans passer par toutes les étapes dans lesquelles je suis passée. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu as ressenti alors quand tu t'es lancée vraiment à 100% indépendante ? De la peur. Je connaissais pas trop la peur avant. Et du coup, quand je me suis dit que j'allais me lancer, en fait, tout le monde me disait « t'as pas peur ». Et en fait, j'avais pas pris conscience de ce que c'était la peur. Ouais. Parce qu'en fait, justement, je suis quelqu'un qui a jamais peur, en règle générale. Je suis plutôt fonceuse et puis après, je réfléchis. Je suis bélier. Et du coup, j'ai pris tellement de risques dans toute ma vie et j'ai tellement été confrontée à des choses qui pourraient faire peur que je pense que la peur chez moi, ça n'existait vraiment plus ou pas, je sais pas. Et donc du coup, je n'avais pas peur, je me suis lancée et puis après, en fait, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait un truc qui se passait, qu'en fait, ça c'était la peur. En fait, j'étais vraiment en train d'avoir peur, en fait. Mais je le savais pas avant. Donc du coup, ça a été pour me lancer. Voilà. Et t'avais peur de quoi ? De plein de trucs, du fait que ça ne marche pas, c'est surtout une question financière quand on se lance. Voilà. Mais là encore, à l'heure actuelle, j'ai encore peur de ne pas avoir de clients, de faire un truc nul, que mes clients soient déçus, que je crée des choses qui ne parlent pas aux gens. Voilà, il y a plein de choses. Être artiste, c'est quand même quelque chose d'hyper compliqué. J'ai l'impression souvent de soit monter sur un ring de boxe, soit me mettre toute nue devant les gens. Donc, dans les deux cas, c'est quand même pas toujours très cool. Donc voilà. Et quelle est la première chose que tu as faite comme ça quand tu es lancée ? Parce qu'aujourd'hui, ton projet, c'est différentes choses. Il y a notamment ta marque avec les affiches. Il y a aussi le wall design, vraiment grand format, commande par des villes, etc. Tu as commencé par quoi d'abord ? Écoute, c'est compliqué parce que comme j'ai l'impression de ne jamais avoir commencé, mais en même temps de ne jamais m'être arrêtée, c'est un peu compliqué. Du coup, 2021, quand je me suis mise indépendante à temps plein, j'ai eu pas mal de petits projets à gauche, à droite. Mais vraiment, je ne saurais pas dire quel a été mon premier projet en 2021, je t'avoue. Moi, et la mémoire des dates, c'est super compliqué. Donc voilà. Et comment ça s'est créé en fait ? Par exemple, parlons des projets avec les villes. Donc là, j'ai vu qu'il y avait récemment eu un projet avec Namur. Ici, tu travailles sur quelque chose pour Bruxelles. Comment en fait tu t'es fait connaître pour que des villes te contactent carrément ? Écoute, je pense que c'est à force de faire.
que je suis quelqu'un d'assez visible. J'ai eu pas mal de presse pendant tout un moment. Ouais. Je suis assez active, j'aime beaucoup sortir, j'aime beaucoup rencontrer les gens. Puis dès qu'il y a une opportunité, j'y vais, je fonce. Donc voilà, je pense que c'est un peu à tout. En fait, je pense qu'il n'y a pas un élément forcément déclencheur. Je pense que c'est un peu à tout. Il faut être tout le temps actif, en fait. Faut tout le temps bouger, faut tout le temps essayer de saisir les opportunités. Donc après, les villes, je t'avoue que je ne sais pas exactement comment, qui, quoi. Il y a dû avoir une personne qui me suivait sur les réseaux ou qui m'avait rencontré quelque part. Et puis voilà, c'est arrivé d'abord avec Verviers. On a fait une centaine de vitrines pour les fêtes de fin d'année suite aux accidents qu'ils avaient eus, les inondations qu'ils avaient eues. Puis là, on a réitéré avec l'année dernière avec Marchand Famenne, on a fait quelques vitrines à Anu, puis on a eu un gros projet à Namur, c'était super chouette, on a fait quasiment toute la ville de Namur, c'était vraiment gai. Et puis on a eu un beau projet aussi avec la ville de Bruxelles, où on a fait quelques vitrines en phosphorescent pour la fête de fin d'année. Et puis là, début d'année, on a fait avec Liège, on a fait quelques vitrines aussi pour Angleur, Chénet, qui avait aussi été touché Chaudfontaine par les inondations. Et aussi, on est parti à Paris, faire quelques vitrines à Paris. Ça, c'était complètement spontané. On s'est dit, tiens, pourquoi pas aller à Paris ? Moi, je devais aller voir Posca. Et donc, du coup, j'ai été faire un petit coucou à Posca. Je dis à Posca, t'en penses quoi ? On va dans la ville, on propose. Puis eux, ils étaient super chauds. Ils m'ont dit, bah oui, vas-y, essaye. Et donc, du coup, on a fait quelques rencontres, quelques vitrines. Voilà, encore une fois, il faut oser. En fait, il faut pousser les portes. Puis, au pire, c'est un non. Et voilà, c'est pas grave. Oui, Posca, tu es devenue ambassadrice aussi de la marque. Ouais. Ça, c'est né comment ? Désolée, ce sera des questions comme ça pendant tout le long. Ok. Non, si, je sais. En fait, je suis cliente depuis super longtemps chez Schlepper Liège. L'équipe chez Schlepper est vraiment super chouette. Ça fait longtemps que c'est le même personnel et ils sont vraiment cool. Et en fait, j'y allais, j'étais une cliente vraiment régulière, achat compulsif de Posca à l'exagération. Et du coup, en fait, il y a un des vendeurs qui a donné ma carte au représentant de chez Posca. La carte est partie au siège social à Paris. Et puis, en fait, c'est l'équipe de sponsor chez Posca qui a commencé à me suivre sur les réseaux. Et puis en fait, ce qu'ils ont aimé dans mon travail, c'était la good vibes. Le fait que mon travail soit toujours très positif et très lumineux, joyeux, du bonheur. Et puis en fait, ils m'ont écrit un mail. Au début, je crois que j'ai mis genre 6 semaines à répondre aux mails parce que j'y croyais pas déjà. C'était il y a longtemps, c'était il y a 8 ans. Ah ouais. Et donc du coup, j'ai pas répondu tout de suite. Puis ils m'ont renvoyé un mail, puis ils m'ont même appelé et j'étais là genre je comprends pas trop ce que vous voulez. Je dois vous laisser, j'ai rendez-vous. Excellent. La fille hyper floue, pas très contente. C'était vraiment bizarre. Et puis en fait, ils m'ont sonné quand je partais ou j'arrivais à Paris et du coup ils m'ont dit ouais voilà nous là on est à Paris donc là t'as pas le choix, faut passer quoi. Donc du coup je suis passée et alors effectivement j'étais comme mes dessins, j'étais assez peps, assez pétillante et c'est ça qui les ont fait flasher je pense sur le tout quoi. Et du coup voilà, on a commencé à travailler ensemble. Et c'est vraiment ma plus belle réalisation, je pense, ce sera ma plus belle réalisation, je pense, de toute ma vie, en fait. Voilà, c'est un rêve de gamine qui est devenu réalité et je pouvais pas avoir mieux, quoi. C'est vraiment... Et puis l'équipe Posca est vraiment géniale, donc ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Et pourquoi c'est cet outil que tu préfères, en fait, pour dessiner ? Parce que je crois que tu es passée aussi par le graffiti avec les bombes, etc. Et du coup, pourquoi c'est cet outil-là que tu préfères ? En fait, en 2003, 2004, je graffais quand même pas mal, mais à l'époque, on n'avait pas de bombes hyper folles comme maintenant. Maintenant, il y a tout, c'est vraiment un truc de fou au niveau du matériel. Et du coup, c'était très dur pour moi. Déjà, c'était un milieu qui était très masculin, donc c'était pas très chouette en tant que nana.
Et puis, les bombes voilà, c'était pas tout le temps de la qualité. On les volait au bricot parfois. C'était un peu, voilà. Et en fait, je sais pas, il y avait quelque chose qui me plaisait pas parce que ça allait pas assez dans le détail pour moi. Et puis je galérais, c'était un outil qui était galère pour moi. Et du coup, très vite, le Posca est arrivé avec les torches et j'ai trouvé ça super. Et donc du coup, je mêlais régulièrement les deux. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ferais pas du Posca sur papier et que j'en collerais le papier. Et donc je suis arrivée au collage, aux stickers, aux trucs comme ça. Et voilà, ce qui m'a plu dans le Posca, c'est que c'est vraiment un matériel qui est super résistant. Et puis ça va sur tout, ça va sur le béton, ça va sur le bois, ça va sur l'aluminium, ça va sur ce qu'on veut en fait, et c'est super quoi. Donc voilà. Et comment ça se passe en fait comment tu te mets, dans quel univers tu te mets pour dessiner? Est-ce que tu as vraiment des rituels? Comment se passe un peu ton processus créatif en fait? Moi je suis quelqu'un d'assez lente, mais par contre une fois que c'est parti, c'est parti. Ah ouais. Là je mets beaucoup de temps à démarrer certains projets parce que j'ai vraiment besoin d'y penser, d'aller voir dans mes livres favoris, de regarder des choses qui m'inspirent. Ouais, c'est beaucoup les livres, puis des reportages aussi. J'aime bien les reportages animaliers ou les reportages sur les plantes. Si je peux partir dans une ville ou l'autre, le temps d'eux, c'est pas mal aussi. Mais bon, ça se fait pas toujours. Et puis, voilà, du coup, je commence toujours sur la tablette maintenant. Ça fait 2 ans maintenant que je dessine la tablette. Avant, c'était encore au papier. C'était assez galère parce que je ne savais pas dessiner sur A4. Du coup, je collais plein d'A4 ensemble que je devais replier pour emmener chez le client. C'était l'enfer. Ouais. Là, maintenant, avec la tablette, c'est vraiment très pratique. Et voilà, je sais pas, j'ai un trait qui est assez spontané. Et donc, du coup, je me pose pas trop de questions, en fait. Souvent, voilà, j'envisage pas trop les erreurs. Donc, du coup, je crée sans trop me flageller et me dire c'est bien, c'est pas bien. Je crée juste et puis j'efface, je recommence. Voilà. En général, j'ai une idée quand même assez vite précise de ce que je vais faire. Elle est en tête et puis du coup, le cheminement quand je crée va assez vite, quoi. Voilà. Mais il y a toute la phase avant qui est de chercher, de s'immerger, de réfléchir, de regarder des couleurs, des matières. Voilà, et ça, parfois c'est un peu long et parfois c'est un peu énervant parce que je fais que griffonner des mini-trucs qui ressemblent strictement mais à rien. C'est limite une tête ronde avec un bâton quand je dois faire quelqu'un. Donc c'est vraiment naze comme croquis. Et alors c'est très drôle parce que parfois j'ai les clients qui me disent ça va, ça avance. Ben ouais, ça avance super, mais je peux rien leur montrer parce que si je leur montre ça, ils vont se dire waouh, en fait elle sait pas du tout dessiner. mais en fait c'est vraiment, je fais vraiment des gribouillis quoi, des gribouillis qui ressemblent à rien, mais au fur et à mesure, ça se structure dans mon esprit. Et puis quand c'est structuré, j'y vais sur la tablette et puis là, c'est parti, quoi. Ah ouais. T'arrives toujours à reproduire ce que t'as dans ta tête sur la tablette? Ouais. En général, c'est assez fidèle à tous les gribouillis et tout ce que j'ai cherché avant. C'est comme si, en fait, dans les livres, un peu partout, je sais pas, moi, je vais voir justement une façade de maison avec un pattern qui va m'inspirer. Je vais vraiment le photographier et après, du coup, je vais pouvoir le reproduire sur la tablette, quoi. Ah ouais. Donc, excellent. Voilà. Et comment ça se passe? Tu parles là du client, mais il y a une partie de ton travail qui est plus, entre guillemets, de l'artistique pur, qui vient de ta tête et qui est vraiment de la création personnelle, et une partie commande des clients? C'est toujours personnel et ça vient toujours de ma tête et de mon cœur. Mais voilà, l'artistique est devenu mon business. Donc du coup, il faut en vivre. Donc du coup, il faut des clients. Donc pour que je puisse être rentable, il faut que je réalise 2 wall design par mois. Okay. Donc il me faut 2 projets wall design rémunérés par mois. Mais du coup, je refuse aussi beaucoup de projets parce qu'il y a des personnes qui viennent me trouver et qui me disent vous sauriez dessiner Minnie et Mickey? Non, je fais pas ça. Ou vous sauriez dessiner un arbre avec un prénom là-bas et puis ça et puis si, non plus, je fais pas ça non plus.
Donc du coup, je reste toujours dans ma zone de confort. Enfin, dans ma zone de confort, non, parce que ça c'est faux, parce que dans ton univers. Ouais, voilà, dans mon univers. Ouais. Mais parfois aussi, j'ai des petits challenges aussi. Hein. Parfois, les clients me demandent des choses que je me dis, ah là, j'ai jamais dessiné ça, comment est-ce que je vais faire? Mais c'est une discussion entre le client et moi, et il faut aussi que je sente ce que le client demande pour pouvoir être sûr de pouvoir y répondre. Parce que j'ai déjà eu le cas de m'embarquer dans des choses et puis en fait me rendre compte que je suis pas la bonne personne pour dessiner ça. Et le faire sans le cœur, c'est pas possible. Donc je peux pas faire quelque chose juste pour l'argent. Ouais, il faut que je fasse le truc, mais que je sois habitée par le truc et que je le sente. Du coup, c'est d'autant plus dur de trouver tout le temps les clients, parce qu'en fait, c'est un peu comme si je devais avoir les clients idéaux tout le temps. Ouais. Donc voilà. Donc ici, c'est pour ça là, que récemment, j'ai mis en place le système du papier peint. Ouais. Parce qu'en fait, le papier peint me permet de pouvoir créer de manière totalement libre ce qui me passe par l'esprit, ce que j'ai envie. Et parce qu'en fait, je me rendais compte que j'avais énormément de dessins et que j'en faisais rien. Et là, du coup, c'est plutôt moi qui mets à service. Et si quelqu'un flash dessus, il le prend. S'il ne flash pas, pas de souci, quoi. Voilà. Et donc, à l'avenir, ce serait pour pouvoir un peu ralentir le rythme des wall design, parce que c'est assez intense. Et voilà, plus pouvoir dessiner moi tranquillement, sans penser aux clients, et proposer du coup du papier peint. Un wall design, ça se passe comment? Enfin, comment tu procèdes en fait? Quelles sont les différentes étapes avant de vraiment faire la création sur le mur? Ouais, il y a quelques semaines qui se passent. Ouais. J'imagine. Donc en fait, on a une discussion avec le client. D'abord, il y a une remise de prix, donc un devis. Si le client est d'accord, il y a 30% d'acompte à verser pour s'engager. Quand le client s'est engagé, on a une discussion ensemble sur ce qu'on va faire, ce qu'on imagine, etc. C'est vraiment un échange, une discussion d'1 heure, 1 heure et demie. Si je peux aller voir le client, je vais voir le client. Si le client est trop loin, on fait une visio. Comme ça, moi, je vois vraiment son espace, son intérieur, que ça soit entreprise ou particulier. Ça se passe comme ça. Et puis, en fait, moi, je remets 2 dates. Une date où je vais remettre un projet qui est un peu sommaire. On voit déjà les grandes lignes directrices, mais je ne détaille pas tout. Le client peut me revenir 2 fois sur le projet. Donc, me dire à 2 reprises, non, ça, j'aime pas. J'aimerais bien l'oiseau à gauche plutôt qu'à droite. J'aimerais bien plus ça, plus ci, plus ça. Et puis, il y a une 2e date donc, de réalisation. Donc, quand le projet et la réalisation, en général, il y a 3-4 semaines, en fait, de délai, où là, le client me revient et où il y a peut-être des modifications ou pas. S'il n'y a pas de modification, parfois, suivant mon agenda, c'est possible qu'on avance la date de réalisation. Puis la date de réalisation, on bloque 3 jours. Et voilà, en 3 jours, en général, je m'arrange pour faire le travail. Et voilà, je ne fais pas de crayon, donc j'y vais tout de suite au Posca ou à la bombe. Ce qui effraie beaucoup mes clients. Oui, c'est ce que j'allais te demander justement. Oui, ça effraie beaucoup. Mais en fait, le crayon, je supporte pas ça. J'ai jamais utilisé ça, je supporte pas ça. C'est vraiment un truc, c'est l'enfer. Donc voilà. Et du coup, toi, tu t'y vas, quoi. Tu commences directement à dessiner. Et il y a un stress pour toi ou c'est juste, c'est ton fonctionnement et tu le respectes? Non, c'est toujours un peu stressant de toute façon un wall design à la base, parce que c'est plutôt la nuit avant, quoi. Je dors pas forcément bien. Il faut être sûr de rien oublier si c'est loin. Il faut bien charger la voiture, être sûr d'avoir tout pris. C'est bête, mais il faut penser à des petits trucs, genre des caches, les bâches, voilà, un petit peu du matériel qu'on est content quand c'est là, en fait. Un repose-genou, des petits trucs comme ça, mais ça fait plaisir quand c'est là. Et c'est plus un peu toute la préparation, être sûr que j'ai bien tout pris. Et une fois que je suis sur place, c'est pas tellement de dessiner sur le mur. Une fois que j'ai fait le premier trait, en général, c'est parti. Et puis, ça se passe bien. Je suis pas du tout une stressée. Si la plante est 10 cm plus à gauche que sur le projet, je suis pas du tout stressée, quoi. Voilà. Je pense que ce qu'il y a sur le projet et ce qu'il y a sur le mur, c'est hyper différent, quoi. Puis parfois, je découvre les murs le jour même où je vais faire le dessin.
Donc du coup, voilà, je me rends compte qu'en fait, l'escalier, il est plus en face, il est plus à droite, à gauche, et donc du coup, j'adapte un peu aussi en fonction, quoi. Je m'imprègne de l'univers du lieu, et j'essaie vraiment de donner le meilleur de moi-même pour que la fresque vive, que le wall design vive, et que ça soit intégré dans la pièce, quoi. Parfois, je propose aussi des améliorations, des changements à mes clients sur le moment même. Je dis, j'avais pas vu ça comme ça, mais ça vous embête si je dessine sur le plafond, si je fais ci, si je fais ça. Donc voilà, c'est déjà arrivé plein de fois. Et ton envie comme ça, c'est d'amener quoi chez les gens grâce à ces fresques? Du bonheur. Moi, il n'y a rien de plus beau quand je vois mes clients après qui ont un sourire et parfois ils pleurent aussi. Ouais, ça c'est... Voilà, c'est super, quoi. Ça veut dire qu'on a réussi une mission, quoi. C'est quelque chose un peu inexplicable. C'est vraiment une sensation qui est très particulière. C'est donner de la joie à des personnes juste par un dessin, par une illustration, mais qu'on a créé ensemble parce qu'on en a discuté. Eux connaissent leur intérieur, donc ils m'ont fait part de leurs envies, de leurs valeurs, de comment ils imaginaient le truc. Et puis moi je fais ça pour eux et puis après je sais qu'ils vont vivre avec, la voir tous les jours, ça va faire partie de chez eux. Et moi en fait je raconte une histoire dans ce wall design, donc ça c'est vraiment un truc que j'insiste, c'est vraiment quand je dessine pour raconter quelque chose, je dessine pas pour faire du joli, quoi. Ça aussi c'est quelque chose que j'aime bien que mes clients comprennent. C'est que j'ai besoin qu'il se passe quelque chose dans ma vie pour pouvoir raconter quelque chose. Donc, si je reste entre mes quatre murs et que je sors pas et qu'il se passe rien, j'ai rien à dire, en fait. Donc, du coup, voilà, ça rajoute une contrainte à mon schéma de travail parce que j'ai besoin de vivre des choses pour pouvoir dessiner. Et en même temps, j'aime bien parce que j'ai pas envie de faire juste du joli pour faire du joli, en fait. Ou alors je peins un mur en jaune, en vert, et puis voilà, on est content, quoi. Mais là, c'est pas le but. Et puis j'aime bien, voilà, qu'il y ait une histoire, que les personnages se parlent entre eux, que les plantes vivent entre elles. Voilà. Et chez tes clients, tu recherches vraiment un partage de valeurs aussi, à sentir vraiment que le feeling passe avec eux avant de commencer un travail? Ah oui, c'est une obligation. Si je sens pas le client, je pourrais pas travailler pour lui ou pour elle. Parfois, j'idéalise un peu trop le truc et puis après, du coup, pendant le schéma, pendant la création de projet, c'est un peu compliqué. Mais moi, je suis très sur la discussion, donc du coup, j'essaie d'en parler avec le client pour que ça se passe au mieux. Et voilà, mais je peux pas faire quelque chose que j'aime pas, en tout cas, ou pour des gens que j'aime pas. Voilà. J'ai déjà refusé de travailler pour Danone et pour H&M, par exemple. Voilà, ça m'intéresse pas, en fait. Leur conviction, leur truc, ça m'intéresse pas, en fait. Voilà. En plus, ils me demandaient de dessiner les papillons et je déteste les papillons. Donc voilà. D'emblée, déjà, c'était non, mais alors là, en plus, avec leurs idées de... non. Et du coup, c'est difficile parfois, vu que tu es indépendante, en plus de faire la part des choses entre il y a une rémunération à la clé et non, en fait, c'est contre mes valeurs, donc... Ouais. Pas tant que ça, en fait. J'ai besoin de... Enfin, là, actuellement, je vais dire, j'ai une super belle vie. Je m'estime très chanceuse. Alors, la vie est dure, hein, financièrement, c'est pas rose tous les jours. Là, je viens de recevoir ce que je dois payer comme impôt à l'État. Et je le paye en 12 mois, tellement je ne saurais pas faire autrement. Voilà, donc il faut aussi parler de ça. C'est vrai que la vie d'indépendant ici en Belgique... c'est difficile, mais c'est des choix. Je pense que les premières années sont les plus dures. Et je pense qu'en fait, ceux qui arrivent à être indépendants et ceux qui arrivent à vraiment avoir la belle vie et avoir de l'argent, je pense qu'en fait, c'est parce qu'ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon pendant plusieurs années. Moi, ici, on est en 2023, donc du coup, j'ai commencé en 2021 à être indépendante.
je vais pas baisser les bras là maintenant, ou je vais pas me dire ouh là là, c'est tellement dur financièrement. Donc du coup là c'est trop dur pour moi pour dire de faire un pronostic sur l'argent, la rémunération, etc. Mais en tout cas, mes convictions sont plus fortes que mon besoin d'argent. Donc du coup, je ne travaillerai par exemple jamais pour des marques en lesquelles je ne crois pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. On peut danser sur sa tête, j'ai pas besoin de ça. Je préfère prendre 10 ans pour réussir à avoir l'argent qu'elle pourrait m'apporter en une fois. Mais 10 ans de beaux parcours avec des belles valeurs, avec des belles rencontres, avec des belles initiatives, avec des belles choses, des beaux projets, que de faire un gros projet, mais pour un truc qui me dégoûte en fait. Voilà, je pourrais pas. C'est contre nature. Le dessin fait tellement partie de moi et c'est tellement ma vie que je peux pas aller à l'encontre, quoi. Voilà, j'ai décidé d'en faire ma vie et de gagner mon argent grâce au dessin, mais j'ai aussi décidé d'être bien avec moi-même et bien avec les choix que je fais. Donc voilà. T'as été fière justement la première fois où t'as vendu un dessin que t'as fait? J'étais quoi? Tu as été fière? Fière. C'est dur à dire, hein, ça. Non, je crois que j'ai pas réalisé la première fois que j'ai vendu un dessin. Parce que tu vois, c'est une passion initialement et ça devient quelque chose via lequel tu peux te rémunérer et c'est quand même assez fou quand on y pense. Oui. Et chouette. Oui. Mais moi, j'ai un peu du mal avec la confiance en moi et puis me gratifier. Donc, et puis, j'ai du mal à réaliser aussi que c'est moi qui fais tout ça. Donc, quand mon photographe a été prendre les premières photos de mes premiers wall design il y a longtemps, c'était en 2018 quand j'étais encore indépendante complémentaire, il me montrait tout mon travail, en mode tout excité. Il avait été prendre 16 projets en photo, donc c'était vraiment beaucoup. C'était pour le site internet qui sortait en 2019. Et lui, il était tout fou. Et moi, j'avais du mal à me dire, c'est moi qui ai fait ça. Du coup, je sais pas, ça percutait pas. Je me disais, ah ouais, c'est beau. Ah ouais, c'est beau ce qu'elle fait, elle. Ouais. Ça percutait pas que c'était moi. Et lui, il était là, tu peux être fier de toi. Et moi, j'étais là, genre, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est toujours un peu bizarre, mais j'arrive pas à réaliser que je fais ça, en fait. Donc, je sais pas. Et puis, la vie va tellement à 300 à l'heure. Et puis, il y a tellement de choses à mettre tout le temps en place que je suis tout le temps la tête dans le guidon. Et du coup, j'ai pas souvent l'occasion de me rendre compte que je fais plein de beaux projets aussi. Donc ça, c'est un peu l'aspect dommage des choses. Mais en tout cas, c'est un truc sur lequel je travaille pour 2023. C'est de pouvoir des fois me poser et me dire « Putain, c'est cool là ce que tu viens de faire, sois-en fier. » Et donc ici, là, je travaille sur un gros projet pour la ville de Bruxelles en ce moment. Et j'ai demandé tout à l'heure à une de mes meilleures amies s'il y aurait moyen qu'on y aille ensemble pour voir le truc ensemble, pour me dire, oui, pose-toi et fais des photos, enfin, souviens-toi du truc, quoi, voilà. Et le vivre avec mes amis, quoi. Trop gai. Voilà. Mais t'arrives quand même à ressentir un peu de fierté quand tes clients sont contents. Par exemple, tu vas chez des personnes et tu fais un magnifique dessin dans leur cuisine. T'arrives quand même à être fière du fait de les rendre heureux? Je sais pas si c'est le sentiment fier, parce que je crois que lui et moi, on n'est pas encore copains. Donc du coup, je crois que c'est plus... je suis touchée. Je suis touchée de les voir touchés aussi, quoi. Ouais. Voilà. Ça met du baume au cœur, ça... Voilà, ça... Ouais, ça m'émeut, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Quand je suis émue. Oui. Voilà, après, je vais pas me dire waouh, trop bien, trop ouf, j'ai géré. Ouais. Ça, je me le dis pas en général, donc voilà. Puis c'est aussi très brut, je trouve, la séparation de la wall design. On travaille dessus beaucoup d'heures. On y pense, on vit avec, on mange avec, on dort avec, on se lève avec, on fait tout avec pendant 2 semaines, 3 semaines, le temps de créer le projet, puis il y a un aller-retour.
Puis pendant une semaine, on a le temps de l'oublier un petit peu. Puis après, on va vite chercher toutes les courses, les trucs, les machins pour pouvoir se dire, OK, il me faut telle couleur, il me faut tel matos, etc. Puis on arrive, on crée, et là, c'est hyper dense, hyper intense, parce que je crée pendant 8 à 13 heures, parfois sur le mur. Je m'arrête quasiment pas. Et puis le truc est fort, parce qu'on met toute une énergie dedans, on donne tout, on est à fond. Et puis, paf, on nous l'enlève. Voilà. Et il reste là, et puis voilà. Et ça ne t'appartient plus en fait. Non. Donc du coup, c'est un peu trash quand même des fois, et du coup, j'ai pas le temps de réfléchir ou de me dire, ah ouais, j'ai fait ça quand même. Donc voilà. C'est souvent quand mon photographe y retourne pour faire les photos, mais c'est souvent longtemps après. Alors là, pour 2023, je pense que je suis à la bourre sur tous les projets. En photo, on n'a encore rien fait comme photo. Enfin, 2022, on n'a encore rien fait des photos de 2022. Du coup, c'est souvent longtemps après. Et du coup, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Je me dis, ah ouais, c'est vrai, j'avais fait ça. Ah ouais. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas si vraiment c'est de la fierté. Je pense que c'est plus, je suis émue, mais il y a tout un process qui est assez bizarre de devoir laisser son œuvre là comme ça aussi. Ouais. Voilà. Et il y a aussi ta marque d'affiches, Béguin. Non. C'est pas les Béguins ? En fait, j'ai arrêté les Béguins. Ah, pardon. Ouais, non, c'est pas grave. Mais c'est juste que c'était trop compliqué, en fait. Les gens comprenaient pas pourquoi j'avais voulu créer un truc à part que Poupa. Et du coup, quand les gens voulaient acheter les Béguins, ils disaient est-ce que tu sais mettre Poupa quelque part Donc du coup, c'était compliqué de scinder les deux parce que les gens voulaient vraiment du Poupa et pas une marque qui s'appelle un autre nom, en fait. Oui. Voilà. Donc du coup, en juillet et août, j'ai pris la décision d'arrêter les Béguins et de remettre tout sur Poupa. Ah oui, ok. Et donc tu continues quand même les affiches à côté ? Ouais. Alors là, c'est un peu en pause parce que là, il y a le catalogue de papier peint qui va sortir. Donc du coup, j'ai beaucoup travaillé sur les papiers peints. Et puis l'air de rien, faire un catalogue, c'est un temps, mais de dingue. Je m'attendais pas du tout à ça, je n'étais pas du tout prête. Entre-temps, il y a eu une jolie rencontre pour le papier peint pour 2024, mais ça, je peux pas encore vraiment en parler, parce qu'il n'y a encore rien qui est fait, mais voilà, on verra. Et donc, du coup, les affiches vont revenir. J'aimerais bien faire des puzzles, j'aimerais bien faire plusieurs petits supports. Et alors là, l'idée est de jouer avec le mot « oh là là ». Et du coup, sur l'Instagram, par exemple, j'ai remis « oh là là by Poupa ». Parce que j'ai envie que « oh là là », ça soit un peu tout, ça soit un peu oh là là, un puzzle, oh là là, une veste, oh là là, une affiche, oh là là, voilà, une carte. Voilà. J'adore l'idée de la papeterie, j'adore l'idée de pouvoir mettre mon art sur plein de petits supports. Et d'en faire finalement un genre de marque, mais ça prend énormément de temps. On n'a pas les bons fournisseurs en Belgique en plus, donc c'est un peu galère. Et puis après, c'est aussi pas mal d'investissements. Donc voilà, là en ce moment, c'est les papiers peints et le wall design, c'est déjà bien. Et les petits supports, justement, c'est peut-être un moyen aussi de rendre ça plus accessible à tout le monde, parce que peut-être que les gens n'ont pas forcément les moyens de faire un wall design chez eux, mais en tout cas, on peut avoir une de tes œuvres grâce à ces formats un peu plus petits, quoi. Oui, c'est ça. Et puis moi, je suis très... j'adore les objets en règle générale. J'adore les trucs pour enfants, les jeux pour enfants, les petites lumières pour enfants, plein de trucs comme ça, voilà. Et du coup, je trouve ça cool de pouvoir créer plein d'objets que les gens peuvent utiliser au quotidien, avoir au quotidien, vraiment les utiliser, quoi. Donc, j'aimerais bien étoffer ça, mais faut trouver les bons fournisseurs et il faut investir, quoi. Donc du coup là c'est pas facile. Maintenant, pour ne rien te cacher, je suis en train de travailler sur un crowdfunding. Ouais, voilà. Donc c'est tout nouveau. Ça fait une semaine là qu'on a un peu pesé le pour et le contre avec ma stagiaire marketing publicité qui s'appelle Juliana, qui est en ce moment avec moi jusque mi-avril. Et du coup, il se pourrait très bien qu'un crowdfunding sorte bientôt pour un petit peu booster tout ça. Donc voilà. Trop bien. C'est nécessaire d'avoir de l'aide financière extérieure justement pour développer tout ça ?
Ouais, clairement. Moi, quand je me suis lancée en tant qu'indépendante complémentaire, j'ai fait un prêt de 10 000 € que j'ai remboursé sur 3 ans. Ouais. Sans ça, j'aurais pas pu faire de site internet, pas de logo, pas de communication, pas d'attaché de presse et pas de photos de mes œuvres. Donc, et tout est parti. Hein. J'ai pas mis 1 € de côté des 10 000. Tout est parti pour payer les prestataires, pour faire quelque chose de qualité et se lancer avec quelque chose de qualité. Pas des photos que j'avais fait moi-même, parce que je suis pas photographe, donc je peux pas le faire. Ou si, j'aurais pu, mais ça n'aurait pas été de qualité, donc je voyais pas l'intérêt. Donc voilà, et c'est super important d'avoir des fonds. Et là, à l'heure actuelle, en tant qu'indépendante full-time, c'est compliqué d'arriver à remettre de côté. Et je n'ai pas forcément envie de repasser par une banque pour l'instant. Ouais. Du coup, le système de crowdfunding me semble être un bon moyen. Donc là, ça fait une semaine qu'on développe le truc. On va voir où ça va mener. Mais j'espère y arriver. J'espère faire cette aventure, parce que je l'ai déjà fait pour mon ancien magasin. Et je trouve que mener un crowdfunding, c'est très excitant. C'est aussi beaucoup de travail. C'est aussi beaucoup de travail, ouais. Et tu parlais attaché de presse, photographe, etc. C'est important, selon toi, de bien s'entourer. Comme ça, quand on se lance, t'es toute seule, mais d'un autre côté, tu t'es entourée justement de professionnels pour développer. Clé. Ah oui, c'est la clé. C'est la base, il n'y a rien à faire. Et c'est ça que je dis, on ne peut pas démarrer une entreprise sans réseau. Ouais. C'est la base de base et sans investir. Moi, je fais partie des gens qui pensent que pour gagner de l'argent, il faut en perdre, de base. Ça veut dire qu'il faut investir, en fait. Et donc, soit on investit en soi, soit on investit aussi dans des professionnels qui sont là pour faire ça bien. Parce qu'il n'y a rien à faire. Enfin, moi, je le dis toujours et je le redis des fois à mes clients quand mes clients me demandent c'est vous qui peignez le mur? Non, moi, je suis juste illustratrice, en fait. Donc, oui, je peux peindre un mur, c'est sûr. Voilà, je peux le mettre en rose, en vert, en bleu, si tu veux. Mais moi, à la base, je dessine juste, quoi. Voilà. Donc, ce qui veut dire que je ne fais pas les photos. Ce qui veut dire que ma com, oui, je la fais. Mais chaque année, j'ai l'aide de stagiaires en communication de l'école HEPL. Il y a aussi des professionnels en communication qui m'aident. J'ai travaillé avec Flow, donc c'est une agence de communication ici sur Liège. J'ai travaillé avec Catherine Collard pour tout ce qui est presse. J'ai un avocat en droit d'auteur qui s'appelle Nicolas Amblaine. Enfin voilà, j'ai mon photographe à Le Studio. J'ai eu Idriss Dara, j'ai eu Axel pendant tout un moment. Voilà, oui, il y a toute une équipe qui gravite autour, quoi. Il y a plein de gens, c'est comme ça qu'il faut bosser, parce que quand on se lance indépendant, on est doué dans ce qu'on sait faire, et c'est pour ça qu'on se lance. Donc si on est boulanger, on est boulanger, quoi. On n'est pas tout le reste, quoi. Enfin, du coup, tu te considères doué dans ce que tu fais? Désolée, c'était une petite perche. Hein. Bien saisi, bien saisi. C'est-à-dire que moi, je suis illustratrice, mon job, c'est de dessiner, voilà. C'est tout. Je veux pas le reste. Et quelles seraient comme ça tes prochaines envies, tes prochains projets, en tout cas ceux dont tu peux parler? Là, le prochain qui arrive à Bruxelles, c'est une œuvre interactive avec le public dans une rue très très fréquentée sur Bruxelles. Et l'œuvre va faire quasiment 6 mètres de haut, donc sur 5 mètres de large. Donc voilà, du coup, ça c'est la chose qui va arriver là très prochainement. Et puis après, l'avenir est un peu flou, parce qu'il y avait plusieurs projets sur lesquels j'étais assez excitée, et en fait avec la crise énergétique et tout le reste, c'est un peu en stand-by. Donc je ne sais pas exactement où ça va mener, où on va aller. Et c'est ça à l'heure actuelle pour les indépendants, et je pense que je ne suis pas la seule à en souffrir. Les conditions sont quand même un peu rudes, parce qu'on ne sait pas où on va en fait. Ouais. On a eu la crise du Covid. Il n'y a rien à faire, ça a quand même fort impacté, parce que maintenant, du coup, les entreprises, moi je travaillais beaucoup en team building, ça n'existe quasiment plus. Enfin, on ne sait plus du tout à la même fréquence qu'avant. Au niveau de l'événementiel, ça a bien repris, mais c'est très différent la manière de gérer par rapport à avant.
Et puis, oui, il y a eu cette crise là, énergétique il n'y a pas encore longtemps. Et puis, il y a des guerres. Et puis, faut quand même regarder le monde. C'est pas la folie en ce moment. Donc voilà, je crois que ça impacte pas mal les indépendants. Là encore, avec les voitures, maintenant, on est obligé d'acheter une voiture hybride ou électrique en tant qu'indépendant. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses, je trouve, qui sont assez néfastes en ce moment. Donc du coup, c'est assez flou pour la suite et pour l'avenir. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de pérenniser mon entreprise en justement produisant peut-être du papier peint et pouvoir du coup aller à l'international aussi et pouvoir avoir une facilité de visibilité sur le web et d'export et de toucher un plus large public aussi. Pour toi, c'est vraiment important, toute cette partie-là, justement, réseaux sociaux, web, etc. C'est quelque chose que tu développes aussi beaucoup ? Alors, en réseaux sociaux, j'essaie d'être active parce que c'est vraiment la clé de visibilité. En fait, je ne suis pas un commerce, donc du coup, tu as vu mon bureau. Si on ne sait pas que je suis là, voilà, on ne me voit pas. Donc, j'ai zéro visibilité. Donc, si je n'apparais pas dans de la presse, ou s'il n'y a pas des personnes comme toi qui viennent à moi, on a clairement zéro visibilité. Donc du coup, oui, les réseaux sociaux sont super importants à l'heure d'aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que je le fais bien parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail, mais j'essaye en tout cas de proposer quelque chose de chouette. J'essaye. Voilà. Alors actuellement, mon site internet, c'est une vraie catastrophe parce qu'il est complètement dépassé. Et donc du coup, l'office aussi du crowdfunding, ce serait de pouvoir dégager un petit peu de sous pour pouvoir refaire un site web correct et avec une partie shop pour pouvoir y mettre les papiers peints également. Ça, pour l'instant, si les gens veulent se fournir chez toi, c'est vraiment juste par... il faut te contacter directement, quoi, pour avoir une œuvre. Ouais. Dans les deux cas, papier peint ou... maintenant, le papier peint, ici, j'ai été contactée par Colora. Et donc, du coup, normalement, mes papiers peints devraient bientôt se retrouver chez eux. Mais pareil... je découvre l'univers du papier peint au fur et à mesure. Encore une fois, j'ai une idée. Le lendemain, je fais l'idée. Je réfléchis pas à grand-chose autour. Je suis pas une pro des plans. Voilà, c'est plutôt... j'ai une idée, je fonce et puis je vois, quoi. Voilà. Donc là, j'ai vu Colora il y a 2 semaines et j'ai vu une personne qui pourrait éventuellement faire mon catalogue de papier peint pour pouvoir aller le déposer chez Colora. Donc tout ça est en route et donc j'espère pouvoir bientôt leur amener quelque chose. Voilà. Et j'ai lu sur tes réseaux sociaux justement que tu disais que les clés pour toi réussir ton travail, c'était vraiment d'organiser et planifier. Oui. Donc c'est ça que tu conseilles En fait, il faut un petit peu de structure et d'organisation. Du coup, c'est un peu paradoxal là, parce que moi, de base, je suis quelqu'un de très spontané. Du coup, quand je me réveille le matin, que j'ai une idée, il faut que ça sorte, il faut qu'on le fasse. Limite, je réfléchis pas à tous les aspects. Et puis, je me mange plein de trucs dans la figure. Et puis, je suis là, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai encore fait là Mais sinon, je veux dire, en termes de tous les jours, on est indépendant. Donc, du coup, si on structure pas notre journée, on passe vite du temps sur les réseaux, justement, à regarder n'importe quoi. On traîne, voilà. Donc, du coup, moi, j'utilise un super outil qui s'appelle Notion. Voilà. Et ça me permet de pouvoir créer des to-do, pouvoir décharger mon cerveau quand j'ai trop de trucs en tête et pouvoir avoir une régularité dans mon travail, de faire des vraies journées avec des vrais temps de pause et de voir combien de temps je travaille, en fait, Donc, c'est vraiment important de se driller, de se mettre au réveil, de se dire... en 1 heure, je dois avoir fait ça. Allez, go, go, go. Puis j'ai pris 1h30. Oulala. Du coup, je sais que je m'étais dit je finis à 19h. Non, je finirai à 19h30. J'ai pris une demi-heure de trop. Mais tant pis, je veux faire mon truc. Donc voilà, je suis assez militaire là-dessus. J'essaie vraiment d'être bien organisée parce que je suis toute seule et je dois faire un max de choses
quotidiennement. Donc voilà, là en ce moment c'est un peu beaucoup pour moi parce que j'ai que les dimanches de repos et encore. Parce que quand j'ai des gros projets qui n'en finissent pas, c'est sur le dimanche que j'empiète. Et du coup, là, ça devient un peu rude de ne pas avoir même 2 jours de repos. Du coup, il va falloir que je trouve une solution pour un peu calmer le truc et pour revoir mon planning parce que ça ne tient pas trop la route là, comme ça. Mais voilà, je conseille en tout cas à chaque personne qui est indépendante, d'avoir un outil en tout cas... De planification de semaine, même pour les posts. Moi, j'ai un calendrier de posts qui dit tel jour, on va poster ça, ça. Voilà, c'est important, je pense. Et ça t'a pris combien de temps comme ça d'organiser ta méthode de travail ? C'est venu quand même assez vite. Donc, j'aime beaucoup consommer des vidéos YouTube. Donc du coup, je suis pas mal d'illustratrices qui sont françaises, pour les 3/4, même pour toutes en fait. Et du coup, voilà, j'ai un peu regroupé à gauche, à droite les méthodes qui me parlaient. Notion, ça c'est tout nouveau. En fait, je me suis rendu compte que je le faisais sur papier. Voilà, avant. Et qu'en fait, sur papier, c'était chiant parce que dès qu'on ratait un truc, on savait pas effacer ou je suis pas une adepte du Tipex, donc voilà. Ça faisait des grosses ratures et voilà. Et donc, du coup, Notion, c'est vraiment génial parce que ça permet d'effacer, de faire des to-do, de barrer. Enfin, c'est top. Donc, ces notions, c'est seulement depuis cette année, mais sinon, très très vite, je vais dire, en 2021, j'avais déjà 3 stagiaires qui venaient chez moi à partir du 1er février. Je me suis lancée le 15 janvier. Donc, du coup, en 15 jours, j'ai quand même dû trouver une méthode de travail pour pouvoir déléguer un maximum à mes 3 stagiaires. Et l'année dernière, j'avais 4 stagiaires qui étaient avec moi, donc on était à 5 dans le bureau. Et donc du coup, voilà, il faut être assez effectif. Enfin voilà, il faut savoir s'organiser pour pouvoir bien déléguer. Et donc du coup, cette méthode est chouette et je l'enseigne à mes stagiaires aussi. C'est vraiment un truc que je leur apprends, essayer de bien travailler, structurer... faire des to-do avec du temps. Et du coup, j'aimerais, mais là, c'est encore un peu flou, j'aimerais lancer ma chaîne YouTube où j'expliquerai aux gens comment moi, je fonctionne. Excellent. Ouais, mais c'est quelque chose qui demande de tourner des vidéos. Et j'ai aucune connaissance là-dedans. Donc voilà, c'est vraiment une grande envie parce que je remarque qu'il y a beaucoup de youtubeuses françaises, mais que belges, il n'y a pas forcément. Et je trouve que la législation, la comptabilité, tout ce qui est un peu pénible au niveau entrepreneuriat n'est pas expliqué du tout en Belgique. En tout cas pour des illustratrices ou pour des freelances dans l'art, que ça soit sculpture ou céramique ou autre. C'est clair. On est dans l'artistique, et il ne faut pas se mentir, c'est des métiers qui sont très difficiles. Et voilà, du coup, j'aimerais bien faire part de toutes ces expériences par YouTube. Mais pour ça, faudrait que je trouve quelqu'un pour m'aider pour monter les vidéos, parce que... Je sais pas du tout comment on fait ça. C'est génial. Voilà. C'est une trop bonne idée. Oui, j'aimerais bien vraiment mettre ça au goût du jour. J'ai plein d'idées là-dessus, mais voilà, je sais que monter une vidéo, ça peut prendre 1 ou 2 jours et il faut pouvoir dégager du temps là-dessus ou trouver quelqu'un qui pourrait le faire. Et enfin voilà, Mais ce serait chouette, je pense. Il y aurait vraiment quelque chose à apporter, je crois. Trop bien. Et quand tu as des stagiaires comme ça, tu es contente de pouvoir leur montrer que déjà, c'est possible de faire un métier qui est sa passion initialement, mais aussi de leur montrer, c'est super chouette de faire de sa passion son métier, mais voilà toutes les contraintes qu'on vit au quotidien en tant qu'indépendant, quoi. T'es contente de leur montrer cet exemple-là ? Oui, moi, mes stagiaires jouent vraiment franc jeu avec eux. Donc, du coup, ils ont accès à absolument tout. Que ça soit mes comptes, que ça soit mes adresses mail, mon messenger privé, mon messenger pro. Ils ont accès à tout, donc c'est vraiment, ils vivent mes joies et mes galères au quotidien. Donc
Je suis hyper transparente aussi sur le fait que mentalement, je suis pas toujours stable. Et donc, du coup, voilà, ils le savent. Et c'est gai. Après, encore une fois, je fais passer énormément d'entretiens. Donc, je choisis mes stagiaires vraiment de manière très minutieuse, j'ai envie de dire. Et par exemple, cette année, je n'ai trouvé que 2 stagiaires. Je pensais aussi en prendre encore 4, comme l'année dernière, parce que c'est vrai que ça bat une masse de travail qui me sauve, moi, personnellement, et qui m'aide vraiment à avancer dans mon entreprise. Mais voilà, là, j'ai Juliana et j'ai eu Jade il y a encore une semaine. Et voilà, finalement, j'aurai que Juliana jusqu'au mi-avril. Et je suis très contente de mon choix parce que, voilà, on se retrouve à 2 et c'est pas plus mal aussi. Mais oui, pour moi, c'est plus... Je suis pas la plus douée en technologie, donc je vais pas leur montrer des raccourcis, des trucs. Ah ouais, attends, le logiciel, je le gère, fais comme ça, pas du tout. Mais par contre, je vais leur montrer, comment est-ce qu'on gère au quotidien la vie d'entrepreneuriat en fait. Voilà, c'est plus ça, plus une méthode de travail, plus de la comptabilité, des stress. Des joies, mais aussi des opportunités, et puis aussi des peurs, et puis aussi, voilà. C'est vraiment très, très compliqué, la vie d'indépendance. Et si on ne le vit pas, on ne peut pas vraiment savoir ce que c'est, je pense. Donc voilà, j'essaie de leur faire vivre la vraie vie d'un indépendant, alors qu'ils sont étudiants, mais c'est gai. Et puis dans ton bureau, il y a ton dernier assistant, Saucisse. Ouais. Parce qu'il a quand même son compte Instagram, donc on doit un peu parler de lui. Oui, mais en fait, c'est plus une galerie photo pour moi. Que ça, je l'ai tout le temps avec moi et je dois pas... parce que mon GSM, il fait des trucs bizarres des fois. Et comme je disais, je suis pas super douée en technologie. Mon GSM, des fois, il fasse des photos, les met sur Google Photos. Je ne sais pas ce qu'il fout. Et du coup, pour les retrouver, c'est l'enfer. Donc du coup, je me suis fait un compte Insta. Comme ça, j'ai les meilleures photos de Saucisse sur le compte Insta. Voilà. Trop bien. Et lui aussi, t'inspire dans ton travail comme ça quotidien, dans tes dessins? Oui, c'est un amour. Puis il est trop beau, donc voilà. Faut dire ce qu'il est. Il est trop chou, il est trop beau. C'est le meilleur des chats, évidemment. Voilà, je voulais qu'on le cite. Voilà. Je vais te poser la dernière question du podcast. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Beaucoup de choses, évidemment. J'aimerais faire une performance une fois artistique, donc un show, voilà, un peu burlesque et en même temps artistique. Excellent. Oui, parce que j'aime beaucoup le milieu de la nuit et le milieu cabaret, tout ce qui est danse, voilà. D'ailleurs, je peins des personnes à la prochaine Dancing Queer à Liège, le 25 mars. On fait du body painting, c'est un service que la Dancing Queer offre. Et voilà, j'adore tous ces milieux de nuit. Et du coup, j'aimerais faire une performance un jour, un show comme ça, avec de l'artistique et quelque chose. Mais encore une fois, je n'ai aucune notion de tout ça. Vas-y, j'ai fait un peu de danse, voilà, mais voilà, j'aimerais lier une fois ces deux choses. Après, j'aimerais peindre sur un avion aussi, mais il faudrait trouver un avion, voilà. On ne sait jamais. J'aimerais bien peindre une piscine aussi, le sol d'une piscine. Trop bien. Oui, parce que je suis fan d'eau, donc j'aimerais tellement lier les deux. Je trouverais ça super kiffant. Voilà, mais des rêves comme ça, évidemment, quand on est illustratrice, on en a tous les jours. On a envie de tout peindre tout le temps, donc voilà. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Poupa d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à soutenir financièrement le podcast via Patreon et Utip. Tous les liens sont dans les notes. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.